le retour de Gareth Evans avec Ravage, c'est moins bien que The Raid, mais c'est sûrement l'un des meilleurs films d'action de Netflix et jamais eu, je pense, tu vois. Oui, bah oui. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, juste comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, épisode spécial, pour une fois. Oui, parce que déjà j'ai dit une série ou un film, mais on va faire 2 films en fait. Bah c'est ça, c'est ça pour le coup, c'est 2 films, cette fois on fait 2 films en un. Après je pense tant mieux, parce qu'on voulait parler en fait des 2, et on savait pas lequel on parlait, puis on a fait bon on parle des 2, mais après je me dis tant mieux, parce que peut-être que si on avait fait un seul épisode sur un, peut-être on n'aurait pas eu 50 000 choses à dire, tu vois. Et vraiment là on a 2 épisodes, je sais pas, après ça se trouve on va parler pendant 3 heures, bon je pense pas, mais voilà on sait pas. Mais écoute, on a une adaptation de jeu vidéo horrifique, voilà, au cinéma, et on a un film d'action Netflix avec Tom Hardy. C'est une sélection assez spéciale aujourd'hui. Et quand tu y penses, tu dis ah ok c'est assez spécial. Mais voilà, on y est, et on va commencer par Avoc ou Ravage, parce que bah je sais pas pourquoi on a voulu changer le titre français. Voilà, toujours un titre français qui se met dessus, alors que je crois que c'était Avoc pendant des années, et juste là genre les 2 derniers mois c'est devenu Ravage, un truc comme ça. Enfin bref. Et voilà. Avoc, ça a été réalisé par un réalisateur un peu spécialiste, hein. Oui, bah c'était réalisé par Gareth Evans, qui a réalisé les 2 premiers films The Raid 1 et 2. Ouais, qui sont considérés maintenant comme des films d'action culte. Bon, même s'ils ont pas, ça fait pas 20 ans qu'ils sont sortis, mais bon, ils sont déjà un peu cultes quand même. Les films de Raid. Ouais, qui est parti sur Netflix. Son dernier film était déjà sur Netflix, c'était un genre de thriller, etc. Là, il revient à l'action avec Tom Hardy. Et ouais, Gareth Evans, c'est celui qui a fait The Raid. Alors, toi, t'as vu les 2 The Raid, hein, il me semble. Ouais, j'ai vu les 2. T'as bien aimé? Ouais, j'avais beaucoup aimé, et puis je pense que c'est en tout cas le premier à amener quelque chose dans le cinéma d'action qui a été repris après dans les John Wick, même dans certains Marvel, etc. Clairement, donc pour moi ça a été un film influent qui a eu une énorme influence sur le cinéma d'action. Je pense que c'est un film important. Ouais. Le premier The Raid en tout cas. Ouais, bah je pense que ça a mis un petit coup de pied, parce qu'en fait c'est un film voilà qui est indonésien. Voilà, Gareth Evans qui est britannique, je crois, hein, qui est pas du tout indonésien, il est parti en Indonésie, je crois, faire des docus, et au final il s'est mis à faire des films d'action avec le style de combat adapté dans The Raid, c'est l'art martial indonésien dont j'ai oublié le nom, et je vais pas essayer de le chercher, je suis désolé, mais voilà, c'est un art martial assez spécial qui est mis à l'honneur. Et moi j'ai découvert les The Raid là, et franchement, j'ai beaucoup aimé, surtout le premier en fait. Le premier, je le trouve super. Alors, effectivement, le scénario, les persos, tout ça, c'est très basique au possible. C'est des archétypes. Voilà, voilà, t'as le flic ripou, le flic qui va aller envers et contre tout, qui a sa famille dans le truc. T'as le méchant un peu caricatural, mais en vrai, on s'en fout. Voilà, c'est des films. Pour moi, c'est un film qui a un seul concept. Voilà, c'est un mec enfermé dans un bâtiment. Il va devoir tabasser des gens dans ce bâtiment et arriver tout en haut pour défoncer le boss final, quoi. C'est un peu ça, et c'est hyper efficace en fait de Raid 1, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de dialogue, ça dure 1h30, ça va direct au bout de en 5-10 minutes t'es déjà dans l'action. Enfin ouais, c'est un truc de fou, que ça démarre direct, quoi. Et effectivement Gareth Evans, je trouve qu'il a un vrai talent pour filmer l'action, quoi. C'est-à-dire que c'est une caméra qui est très proche des personnages, très immersif, mais c'est pas du tout charcuté, quoi. C'est-à-dire que les plans sont hyper longs, on apprécie vraiment la performance des corps, vraiment c'est vraiment ça qui met à l'honneur. Et voilà, il y a des moments gore. En fait, il y a des inserts sur des moments gore, des plans assez rapprochés sur des bras qui se pètent, sur des trucs, sur des moments hyper violents, et c'est j'avoue que c'est hyper jouissif, quoi, comme manière d'inspirer l'action. Et effectivement, je pense que ça a inspiré beaucoup, et notamment les John Wick, je pense qu'ils s'inspirent, même si c'est un peu un autre style, ça s'inspire quand même pas mal, quoi. Et c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo, j'ai envie de dire, de Raid 1, parce que ça s'inspire énormément du jeu vidéo, en fait, le film, quoi. C'est-à-dire que c'est un genre de beat'em all, quoi. En fait, il va devoir monter chaque étage, et chaque étage c'est un genre de niveau différent. C'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs obstacles différents. C'est-à-dire que ça se réinvente souvent. Au début, il est bloqué dans un appartement, il se fait tirer dessus. Il y a un moment où il a un couteau,
et il doit protéger un gars en même temps, donc il doit le choper, le reprendre, mettre des coups de couteau. Enfin, il y a plein de situations différentes et même il y a même des espèces de boss et de genre de sous-boss en fait à chaque fois, à chaque étage. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo techniquement de Red. Et ouais, moi je le trouve le premier hyper efficace. Voilà, je le trouve super quoi le premier. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Sur le coup, j'avais adoré, j'avais découvert le fait du cinéma un peu par hasard et ouais, ça m'a été une vraie claque moi. Personnellement. Et le 2 j'ai un peu moins aimé, je le trouve voilà, les scènes d'action sont toujours super, mais je trouve qu'il fonctionne un peu moins bien en fait parce que il est beaucoup plus long. Très déjà différent. Il fait 2h30 et en fait il se veut avoir un scénario plus élaboré. Et en fait, je crois qu'il est pas fait trop pour écrire les scénarios Gareth Evans parce que c'est un peu foutraque quoi, c'est-à-dire que il a une manière d'introduire des personnages et tout qui est pas si bien que ça, qui est un peu foutraque, on comprend pas des fois qui est qui ou quoi, tu vois, on comprend pas trop le truc quoi, avec en plus il y a un méchant qui est un peu ridicule, il y a un méchant italien avec une canne et tout, enfin c'est un peu ridicule mais c'est un peu drôle. Ça fait longtemps mais ouais. Ouais mais en fait et le scénario il est un peu en fait il est hyper simple mais il est raconté de manière hyper alambiquée en fait, enfin pas alambiquée mais on comprend pas grand-chose quoi. Donc je pense que des fois ça enfin il a pas un talent de narrateur hyper prononcé, je trouve, Gareth Evans, mais en vrai de vrai quand même comme le premier, les scènes d'action sont folles, voilà vraiment. Et en plus c'est autre chose que le premier parce que le premier c'était presque un huis clos quoi, ils étaient enfermés et ils devaient se démerder avec ça. Là il a plus de budget, il y a beaucoup plus de scènes d'action en extérieur et ça se voit qu'ils s'amusent beaucoup plus en extérieur. Il y a une scène d'autoroute qui est incroyable, c'est-à-dire que ils sont sur une autoroute et il y a des voitures qui foncent et on est dans la voiture et le personnage se bat avec d'autres personnages dans la voiture à l'arrière d'une voiture alors que la voiture est à fond sur l'autoroute quoi. Donc ils ont vraiment filmé ça et tu te dis mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, et les scènes d'action sont super, ils sont vraiment prenantes quoi. Je le trouve un peu moins bien, un peu moins efficace que le premier, mais effectivement de Red 1 et 2 sont vraiment bons quoi. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent le 2 mais moi je préfère vraiment le premier quoi. Je m'en souviens moins bien du 2, faut que je le revoie. Je me souviens, je crois qu'il y a une scène d'action dans des cuisines, c'est ça que je me souviens. Oui à la fin, enfin c'est contre un genre de boss et tout et qui est vachement bien aussi, qui est super quoi. Et aujourd'hui on parle de Ravage et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production de Ravage, Ista? Alors Ravage, donc le tournage il a débuté le 8 juillet 2021 à Cardiff au Pays de Galles et il s'est terminé en octobre 2021. Finalement, après des retours négatifs de la part de Netflix, des reshoots sont décidés pour modifier le film. Ces prises de vue supplémentaires s'achèvent fin juillet 2024. Donc il y a eu des gros problèmes de production quoi sur le projet. C'est ça. Moi je pensais qu'il l'avait tourné en 2019 mais non, il l'a tourné en 2021. Bon, ça fait longtemps quand même hein. ça fait 4 ans. Et du coup le film sort maintenant 5 ans après, ce qui est 4 ans pardon après, ce qui est assez insane quand même hein. Et il y a des reshoots jusqu'à derrière moi etc. Ouais c'est assez fou quoi de se dire que le film sort là parce que c'est longtemps resté il y a des gens qui pensaient que le film allait jamais sortir pendant longtemps quoi. Et au final le film est là avec Tom Hardy, un Tom Hardy du passé. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et je te propose de toute façon vu qu'on a 2 films, on va pas épiloguer de rentrer dans le film directement. Let's go. C'est parti. On dirait que toi aussi t'as été bien amoché, Jack. C'est un peu dur d'esquiver une machine à laver qui te tombe sur la gueule. Un détective meurtri doit se frayer un chemin dans la clandestinité criminelle après une affaire de drogue qui a mal tourné pour sauver le fils d'un politicien tout en démêlant un réseau de corruption et de conspiration qui prend en piège toute la ville. Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell, Jesse Mailey et un tas d'autres acteurs. Ista, tu connais la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé sommairement rapidement du film Ravage ou Havoc? Écoute, moi j'ai bien aimé sur le coup le film. Au début j'étais sceptique au début du film. Il y a une scène de course poursuite, je me dis ouais c'est pas mal mais je sais pas, tu vois. Est-ce que je vais retrouver le Gareth Evans de The Raid et tout. Et à un moment il y a une scène dans une discothèque. Je fais ok là je kiffe, tu vois. J'ai fait ok là ça m'éclate. Mais alors par contre le film en fait tous les défauts que t'as dit tout à l'heure sur The Raid ils sont complètement tous là. C'est des persos hyper archétypaux. C'est une histoire qu'on a déjà vue 500 fois, enfin il y a rien de fou. Mais c'est cool de revoir Tom Hardy un peu plus sérieux quand même sur le coup. Voilà, on a plus l'habitude depuis les Venom. Mais moi les scènes d'action j'ai trouvé ça incroyable en fait. Et en fait j'ai kiffé le film juste pour ça, pour les scènes d'action. Voilà, dans la discothèque, dans l'hôpital, les scènes de fusillade, je trouve qu'elles sont assez folles. Enfin, je trouve qu'il y a un côté viscéral qui moi me plaît beaucoup dans les scènes d'action et que j'ai adoré quoi. Mais en fait c'est vraiment juste pour ça que j'ai adoré le film, plus qu'autre chose que l'histoire ou les personnages ou quoi. Bah après aimer un film d'action pour ses scènes d'action, ça me semble pas déconnant après. Ouais. ça me semble pas fou. J'essaie de me justifier quoi.
Non, en fait, le retour de Gareth Evans avec Ravage, c'est moins bien que de Red, mais c'est sûrement l'un des meilleurs films d'action de Netflix il y a jamais eu, je pense, Oui, tu vois, ouais. pour moi. Après, j'ai pas vu parce qu'il y a aussi une partie du cinéma asiatique d'action sur Netflix, mais j'ai pas vu ça, mais en tout cas de mainstream américain et tout. Après, effectivement, c'est encore les mêmes défauts que de Red 2, je trouve, dans la narration, dans ce que ça raconte. Et après, il y a un parti pris qui est assez intéressant, en fait, sur l'univers qui est dépeint, qui me plaît un peu, mais effectivement les personnages et tout sont pas très attachants. Mais après les scènes d'action, je les trouve incroyables, qui sont dans un autre registre que de Red, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas l'art martial qu'on retrouve de indonésien. Là, c'est des combats plus américains bruts, tu vois. Mais ils marchent tout autant, quoi, les gunfights et tout. Enfin, tout le final aussi. Enfin, en fait, à partir de la moitié du film, à partir de la discothèque, effectivement, le film devient vraiment un film d'action incroyable et tout. Mais effectivement, c'est un peu moins bien que The Red. En tout cas, je pense. Mais je trouve que quand même ça se tient bien et je trouve que le film est plutôt bon, hein, moi, en tout cas, Ravage, quoi. Mais comme tu l'as dit, il y a un problème avec l'histoire. Enfin, le mec, je sais pas comment il raconte ses histoires. En fait, c'est parce que l'histoire est pas si compliquée. Genre, c'est pas une histoire si compliquée, mais j'ai l'impression que c'est mal raconté ou genre au début, genre pendant les 30 premières minutes, je comprends pas des fois qui est qui. C'est-à-dire qu'on t'introduit des persos à la truelle. Genre, il y a un moment où, quand on est avec Tom Hardy, ça va, tu vois, j'arrive à caler un peu qui c'est et tout. Et puis d'un coup, tu te retrouves avec des gars qui se retrouvent devant un autre baron du crime, etc. Puis il y a d'autres gars qui arrivent pour les tuer et tu comprends rien. Tu sais pas qui est quoi. Tu fais mais je suis avec qui? Puis il y a une autre meuf qui débarque qui dit mon fils est mort ou je sais pas quoi. Tu te dis mais tu sais enfin je trouve que c'est introduit vraiment à la truelle. Hein. Je sais pas toi mais moi je suis en mode mais je comprends rien quoi. Après, tu finis quand même par comprendre. Je trouve qu'au final, oui, au bout d'un moment, au milieu du film, tu comprends. Je suis d'accord, mais au début, c'est vraiment très nébuleux, quoi. Pendant les 30 premières minutes, il y a plein de persos, tu sais pas qui c'est, qu'est-ce qu'ils foutent là. Mais t'as énormément de personnages en plus, quoi, parce que t'as tous les mafieux, t'as le fils du maire ou je sais pas quoi, t'as le maire, t'as beaucoup de monde. Mais je crois que c'est Écran Large qui faisait un parallèle avec GTA. Il y a peut-être un peu de ça, genre il y a beaucoup de personnages, quoi, sur le coup. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'il a du mal à les situer, ces personnages, à les introduire et tout, bien comme il faut. De Red 2, c'était la même chose. Il y a un personnage qui débarque de nulle part, puis on est 15 minutes avec lui, puis il meurt, et tu fais, mais attends. Donc en fait, ce personnage, c'était ce personnage-là par rapport à ça. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça, et je pense que, comme je disais en préambule, en fait, je crois que je préfère The Red 1, parce qu'en fait, il a un concept simple, et il essaye pas de te faire un scénario alambiqué. Oui, c'est, le scénario, enfin voilà, il est pas très profond, c'est pas tu vois, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est très direct, mais c'est ça que je préfère, en fait, c'est quand Gareth Edwards, j'allais dire, putain, voilà, j'allais la faire. Gareth Evans, il va direct droit au but, en fait, en mode, ouais, on est là pour voir les scènes d'action, on y va, quoi. Et là, je trouve qu'il a un peu alambiqué, un peu pour rien, quoi, pour le coup. Et surtout que l'histoire, elle est pas spécialement neuve, voilà, on va pas se mentir, c'est une histoire de détective avec des ripoux. Par contre, j'aime bien parce qu'ils sont tous pourris, quoi. Il y a une flic qui est un peu vertueuse et tout, mais tout le reste, c'est que des personnages pourris, quoi. Pour le coup, et je pense que c'est ça aussi qui peut diviser, c'est que là, on est vraiment sur des pourris qui se font des coups dans le dos tout le temps, et tous les personnages sont un peu détestables, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas s'attacher aux personnages à cause de ça, quoi, avec ce côté... Enfin, il y a un vrai côté archétypal dans les personnages, quoi. Pour le coup, le flic qui a été pourri mais qui essaye de se rattraper, tu vois, qui a un problème avec sa famille et tout ça. Enfin, le méchant flic corrompu, le politicien. Enfin, il y a vraiment tous les archétypes qui sont là, quoi, pour le coup. Et je pense que ça va repousser pas mal de gens. Hein. Oui, c'est possible, mais bon, ça m'a éclaté. Voilà, parce que ça pétait pas mal et c'était bien fait. En fait, c'est surtout le côté viscéral, comme je disais tout à l'heure. Et là, comment c'est filmé et tout. Même des fois, il y a des persos où tu te dis pas, genre, il y a une fille là, et dans la discothèque, elle se met à faire des trucs de fou avec une hache et tout. Je pense pas que le perso est censé être un combattant de fou, mais ça donne trop bien, quoi. Et moi c'est ça que j'ai aimé, mais c'est vrai que sur le coup les persos sont un peu, ils sont beaucoup caricaturales. Mais t'as réussi à être investi dans les personnages vraiment ou pas? Peut-être la flic sur le coup, ouais. Je trouve sympa. Après Tom Hardy, c'est un peu bizarre parce que tu comprends qu'il a buté un mec, il aurait pas dû buter. Mais ouais, bon, c'est pas. En plus ça là, ouais, je sais pas, vers la fin, il est à moitié en train de crever. J'avoue que j'étais pas triste, quoi. En mode, ok, quoi. Ouais, t'étais plus là pour des scènes d'action de toute façon, je pense. Ouais, c'est ça, complètement, quoi. Mais après Tom Hardy, il a un perso qui lui va bien, quoi, pour le coup. C'est le genre de perso que tu vois un peu détestable, tu sais, grosse brute, ouais. Un peu, tu vois, c'est celle qui lui va bien, quoi. Mais je trouve que tu vois là, il était en 2021. Il est un peu en mode clochard. Il est pas en mode Venom 3, mais il est en, tu vois, il est en, tu vois ce que je veux dire? Il est en transition. En transition vers le mode clochard de Tom Hardy où t'as vraiment l'impression qu'il prend pas de douche, quoi. Ouais. T'as l'impression qu'il prend pas de douche. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, ils disent qu'il a une fille, mais tu vois jamais sa famille, tu vois. Mais bon.
Oui, mais après, tu sais, c'est un peu le truc de en mode, bah, ça fait, tu sais, il est déconnecté de sa famille parce qu'il est, voilà, c'est un flic ripou qui a dû partir et du coup, il s'entend pas bien avec sa famille et tout. Oui, bon, ok. D'accord, voilà. Mais après, je trouve que ça lui va bien, quand même, tu vois, le Tom Hardy. Je préfère le voir là-dedans que dans des Venom, je t'avoue. Pour le coup, là, au moins, il y a un petit truc. Après, les autres personnages, je trouve que les acteurs jouent bien, Forest Whitaker. Timothy Olyphant aussi, il est super, mais voilà, il joue des archétypes total, quoi. C'est pas là-dedans que tu vas être en mode, ouais, je kiffe le film pour ça, quoi, pour ces persos, quoi. Par contre, ce que je trouve étonnant, moi, c'est que Gareth Edwards, je crois qu'il est gallois. Alors Evans, mais vas-y. Gareth Evans, pardon. Je crois qu'il est gallois et en fait, lui, il fait des films avec des castings asiatiques fous. Et là, il ramène encore du casting asiatique, quoi. Il fait une mafia asiatique et tout. Mais en fait, je crois qu'il, comme j'ai dit, je me suis pas renseigné, mais je crois qu'il était parti faire un documentaire en Indonésie. Je crois qu'il est tombé amoureux de là-bas, il y a un truc, hein. Et du coup, il a fait, voilà, Red Red 1, Red 2, qui sont des films indonésiens. Mais tu vois, enfin, vraiment, il est pas, enfin, même il a fait un autre film avant Red 1 et Red 2 avec, Iko Uwais, je crois qu'il s'appelle l'acteur de Red 1 et de 2. Il avait déjà fait un autre film d'action là-bas, donc vraiment lui c'était son truc, quoi. C'était son trip, quoi, là-bas, quoi. Ah, je pense que c'est un mec qui a peut-être aussi été élevé avec les films de kung-fu de Hong Kong. Il y a moyen. Ce genre de trucs comme ça, parce que je crois qu'il y a des grosses influences de ça. Et, enfin, c'est étonnant, quoi, mais ça, enfin, moi je trouve ça a de la gueule. C'est pour ça que je trouve, on le voit, moi je comprends pas que ce mec-là, il a disparu pendant des années. Et on l'ait pas mis sur une grosse franchise d'action ou quoi, tu vois. Bah après, peut-être que lui, déjà, il voulait pas être dans une grosse franchise, s'enfermer dans un truc. Mais après, je pense que c'est peut-être aussi difficile de faire financer des films comme ça et tout, tu vois. Surtout que je crois que les de Red 1 et 2, il les a pas fait à Hollywood, hein. Il me semble que je sais pas s'il y a des financements hollywoodiens dedans, hein, je crois pas, hein. Donc, tu sais, il est pas du tout dans le système, il était pas du tout dedans, je crois, hein. Donc ouais, peut-être après Netflix, ils sont partis le prendre et tout, mais ouais, ça a peut-être été compliqué pour lui. Après là, ça a l'air d'avoir été une galère de tournage, de oui, là, il est tout ça, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il a ramené tout un casting asiatique. Je m'y attendais pas. Et je fais il est dans ses chaussons, quoi. Voilà, il a ramené du kung-fu. Voilà, il y a tout, quoi. Mais avant de parler peut-être des scènes d'action, je trouve qu'il y a une ambiance dans le film qui est assez spéciale et que je m'attendais pas à voir et que moi j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'on a une espèce de ville qui est surréaliste, tu vois, qui est pas du tout dans le réalisme, et on en parlera aussi dans les scènes d'action qui sont pas du tout dans le réalisme, hein, et le film se veut pas du tout réaliste. Mais ça veut dire qu'on a des rues complètement décrépies, il y a une ambiance hyper sale au film, les rues sont sales, tout est noir. Nuit, il fait nuit tout le film. Ouais, il fait tout nuit, bah ça fait très Gotham City, hein, ça fait très de Batman, hein, dans l'approche, quoi. Et c'est vrai que moi je m'attendais pas à une ambiance un peu comme ça dans ce genre de film, dans ce genre de vieux polar noir, tu vois, que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça va être un peu critiqué, mais il y a un côté numérique dans la ville, souvent dans les plans de cam, etc. Mais moi, je trouve que ça lui donne un petit côté irréaliste, un petit côté cyberpunk même à la ville, je trouve. Et moi, je trouve que les VFX sont un peu voyants parfois. Tu es en mode ça se voit un peu que c'est des VFX, quoi, qui sont pas finis, mais pas de quoi gâcher le visionnage. Mais je trouve que ça lui donne un charme assez spécial, tu vois, à ce film-là. C'est pas un film Netflix lambda de merde, tu vois, on pourrait retrouver, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il a une âme, quoi, quand même, le film. En tout cas, je pense que son réal, il a une idée, il essaie de le faire, quoi, et je pense que c'est pas un film plat, quoi, sur le coup. Et je trouve aussi que la ville a un truc, il y a un truc, même si il y a une scène, en fait, je suis en train de penser, il y a une scène en plein jour à un moment. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment, je veux dire, le film 90% c'est de nuit, dans des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ouais, il y a un peu une ambiance presque Gotham même presque. Bon, en plus c'est Noël, donc c'est un peu comme Batman le défi, quoi, sur le coup. Après on a les scènes d'action. Alors là, ça dépote, même si t'as raison, ça met un peu de temps avant que ça pète, quoi. On a une course-poursuite au début, et puis après ça se calme beaucoup. Et au milieu du film, on a la scène d'action de boîte de nuit, et là, là, je suis même pas qui pourrait dire que c'est de la merde. Franchement, ça envoie de fou, quoi. Oui, c'est assez fou sur le coup. C'est ce côté viscéral et tout. Moi, je trouve ça assez fou, quoi. Mais après, est-ce que tu préfères ceux-là ou de Red dans le style de combat, parce qu'ici, il y a pas les chorégraphies d'arts martiaux qui font. C'est vrai, il y a moins de chorégraphie, ouais. Enfin, c'est chorégraphié, mais ce que je veux dire, c'est pas. On sent pas un art martial, tu vois, derrière dedans, quoi. C'est-à-dire que les combats ont sûrement été évidemment chorégraphiés pour que ça fonctionne bien dans même s'il y a un genre de chaos, on dirait un espèce de chaos contrôlé, quoi. C'est ça que j'aime bien appeler, tu vois, dans les combats. Mais les combats sont beaucoup plus bruts, beaucoup plus sales, en fait, comme la ville, comme tout le film. Tout est plus sale. C'est-à-dire que c'est Tom Hardy et les autres qui vont se balancer de tout leur poids sur leurs adversaires. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus brut. Alors que tu vois, dans les films de Red 1, de Red 2, il y a quand même un côté art martial, en fait, tout simplement, un côté plus maîtrisé de leur corps, tu vois. Là, c'est beaucoup plus les corps qui se balancent, tu vois, et ça donne une scène d'action qui est complètement folle, qui est un joyeux bordel contrôlé.
et que moi je trouve hyper jouissif, quoi. Ouais, complètement. Je saurais pas te dire qu'est-ce que je préfère entre les deux. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu The Raid. Donc, parce qu'en fait, c'est tellement différent sur le coup. Je saurais pas te le dire, je t'avoue, mais ouais, j'aime bien le... En tout cas, les deux fonctionnent. Le bordel contrôlé, c'est pas mal, sur le coup, parce que c'est un énorme bordel. D'ailleurs, à la fin, il y a plus personne dans la discothèque, ça tellement été le bordel, quoi. Mais tu vois, enfin, je trouve que c'est mieux que dans les John Wick, tu vois. Mais c'était pas mauvais dans les John Wick, mais c'est mieux, tu vois. Bah, John Wick, c'est mieux que la moyenne des blockbusters d'action américains, tu vois, mais c'est vrai que là il y a moins, enfin le côté, enfin je trouve qu'il les filme beaucoup mieux, les scènes d'action, tu vois, alors que John Wick je trouve que c'est un peu toujours sur la même note, et ici je trouve qu'il arrive à, que ce soit les scènes de baston c'est-à-dire au poing, tu vois, au couteau, etc., ou les gunfights, j'ai l'impression qu'il sait tout filmer, le mec, dans les scènes d'action, quoi. C'est-à-dire que les chorégraphies sont incroyables, c'est-à-dire qu'il arrive à la rendre complètement chaotique, on a vraiment cette impression de chaos, alors que tout est pensé, tu vois. Tout est pensé pour que on soit jamais perdu, en fait, dans l'action. Il y a sa fameuse shaky cam qu'il a un peu avec lui, tu vois, qui est très proche des personnages, mais on n'est jamais perdu dans l'espace. C'est-à-dire qu'il utilise toujours l'environnement pour qu'on arrive toujours à se repérer, et toujours pas avec les montages charcutés, là, que je déteste. Il fait quand même des plans assez longs pour qu'on apprécie quand même les mouvements, les bastons, et je trouve que ça crée un vrai chaos, mais qui est toujours dans la mise en scène qui est pensée, c'est-à-dire qu'il a pensé tous les plans, ça se voit, qu'on va dire que les mouvements, les corps, les personnages, à chaque cut ça se répond sur un autre personnage qui se bat, enfin c'est hyper bien pensé en fait à chaque fois, et oui, enfin, je les trouve hyper bien fait, quoi, hyper bien pensé, et ça donne un joyeux bordel qui, en plus à ce moment-là du film, c'est vraiment central du film, on a toutes les forces du film qui se réunissent, en fait, toutes la mafia, les flics ripoux, Tom Hardy, tout se réunit au même endroit, et ça donne une scène qui dure vraiment longtemps, en plus elle est vraiment généreuse, qui marche bien, et la scène de fin aussi, je la trouve vraiment bien, où ils se font canarder dans la maison, même si je préfère celle de la discothèque, je dois avouer qu'elle est vraiment bien. Bah là, je trouve que ça marche bien, quoi. Je pense que je préfère la discothèque aussi, mais la fin est pas mal aussi. Puis j'aime bien des fois aussi qu'ils utilisent des objets du décor, tu sais, ça me fait penser un peu à Jackie Chan ou un truc comme ça. À un moment, il utilise un crochet là pour se battre contre un truc. Mais je pensais aussi au fait que tu disais tout à l'heure que dans The Raid, il y avait un peu des sous-boss et tout. Il y a aussi un peu ça là, avec il y a une meuf là, blonde, dans la mafia chinoise. On sait que que ça va être le boss un peu de fin physique, quoi. Enfin, sur le coup, il y a un truc comme ça, je trouve. On sent que ça va être le perso un peu puissant, et que ça va être pas facile de l'abattre, quoi. Et effectivement, c'est ça, quoi. C'est ça, il crée des mini-rivalités à l'intérieur du film qui fonctionnent bien, quoi, pour le coup, quoi. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé, surtout que, comme tu l'as dit, il utilise bien son environnement, en fait, son décor. Enfin, je veux dire, la baraque, tu la vois au début, à la fin du truc, elle est complètement défoncée. Enfin, ils ont défoncé tout le sol, ils ont défoncé les portes, les fenêtres, le truc. Enfin, tout est, enfin, à chaque fois, quoi. Voilà, c'est ça. C'est rare de voir ça dans certaines productions américaines où, voilà, ils pètent un peu vite fait une vitre, tu vois. Mais là, c'est pas autant que voilà. Ça me rappelle de Raid 1 où t'avais des séquences au bout d'un moment dans un appartement où tout l'appartement était défoncé, criblé de balles, les mecs, enfin, c'était n'importe quoi, quoi. C'est vraiment viscéral, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que bon, il aurait pu aller dans ce côté-là, mais il y a un côté viscéral, mais les combats sont pas réalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de réalisme du tout. Et je pense que ça va saouler les gens vont dire, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que leur flingue, par exemple, ils rechargent jamais, quoi, les mecs. Ah oui, par contre, je me suis dit aussi, des fois, ils tirent je sais pas combien de balles, et puis en fait, ils sont jamais à courte. Ouais, mais on s'en fout, tu vois, parce que c'est un truc hyper fun, décomplexé, qui joue pas du tout le réalisme. C'est les mecs qui tirent 50 balles dans leur chargeur. Le mec recharge jamais, évidemment que c'est n'importe quoi, mais on s'en fout. Ça éclate. Enfin, je veux dire, les mecs, quand ils meurent, enfin, les mecs se prennent je sais pas combien de balles dans la tête, dans le corps, dans le truc, et ils sont toujours en train de bouger, tu sais. En train de se prendre des balles. Enfin, c'est complètement nawak, quoi, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est assez fun, quoi, tu vois, pour le coup. Mais pour autant, même si ça reste fun, il y a quand même une certaine violence dans la violence, en fait, tout simplement. Elle a quand même un vrai poids, c'est-à-dire qu'il y a des persos qui meurent, quoi, et des persos parfois innocents, tu vois, et ça, je trouve que ça donne du poids et de l'importance à cette violence, quoi, et ça lui donne une certaine forme d'immoralité, je dirais. C'est-à-dire que, en fait, tu peux juste faire des scènes d'action et des scènes juste de violence un peu débiles, mais là, comme t'as des innocents aussi qui meurent, des persos et tout, tu sais, ça lui donne tout de suite un poids. Moi, je pense à la scène aussi de l'embouteillage, qui est assez hyper violente, quoi. T'as des mecs qui conduisent le politicien, et il y a des mecs qui arrivent et qui tirent des balles, et boum, enfin, les mecs se font exploser des têtes et tout, ça arrive de manière hyper sec à des personnages qui ont pas forcément mérité ça, tu vois, parce qu'on est qu'avec des ripoux quasiment tout le film, mais il y a aussi à l'hôpital, il y a un personnage qui décède, et enfin, deux personnages qui décèdent qui ont un peu rien demandé, et ça donne vraiment du poids, quoi. Oui, puis il y a celui qui les trahit, le jeune qui trahit les autres jeunes là, qui les balance, lui aussi il meurt. Sur le coup il y a pas mal de morts, et
des persos qui sont pas forcément bon, lui il avait balancé quand même, donc il était un peu pourri au final sur le coup, mais même si je pense que c'est un mec qui voulait s'en sortir en gros dans l'histoire, quoi. Mais c'est vrai que à l'hosto, c'est chaud, quoi, parce que même la femme, alors qu'elle a rien fait, quoi. Oui, elle a rien demandé là, et tout, donc c'est compliqué, quoi. Ouais, donc il y a de la violence un peu partout. C'est très violent comme film, voilà. Faut aimer la violence. Et voilà, t'as peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on passe à Until Dawn? Non, pas spécialement, parce que c'est un film que j'ai surtout aimé pour ses scènes d'action plus qu'autre chose, quoi. Et bah voilà, on est deux, on est plutôt conquis par droite. Après, peut-être que on est peut-être positif vis-à-vis de, on va pas se mentir, les autres films Netflix qu'on se tape d'habitude et qui ont l'air pas très fous, et là il sort clairement du lot. Bon voilà, ça vaut pas de raid. Je sais qu'il y a des gens qui sont sûrement déçus parce que tu sais, ils s'attendaient à un de raid 3, quoi, tu vois, genre dans l'idée et tout. Et c'est pas au niveau, je trouve, mais quand même, ça reste quand même parmi les meilleures séquences d'action qu'on aura cette année, et c'est bon, quoi. Enfin, moi, je le trouve plutôt bien, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ben, on va passer au prochain film, Until Dawn, la mort sans fin, parce que voilà. Après Havoc qui devient Ravage, là, de nous, dans le titre français d'Until Dawn, ils ont rajouté Until Dawn 2 points, la mort sans fin, parce que faut rajouter quelque chose. Je sais pas. Écoutez, c'est assez spécial. Le jeu vidéo, voilà, c'est un jeu vidéo, Until Dawn, et comment on pourrait le décrire, le jeu vidéo, Ishtar? C'est un jeu vidéo narratif avec des choix de dialogue, de chemin aussi qui t'emmène à une certaine fin et à plusieurs fins, et si tu veux tu peux avoir la meilleure fin possible si tu fais survivre tous les personnages du jeu, quoi. Mais c'est ça, en fait, le but du jeu, c'est de faire survivre tous les personnages puisqu'ils sont dans un jeu d'horreur, et en fait, en fonction de tes choix, bah tes personnages vont mourir ou pas, quoi. Après, il y a des phases de QTE, etc., quoi. Mais voilà, et t'avais bien aimé le jeu vidéo, enfin, moi, je l'avais adoré, je l'avais platiné. J'avais tout fait, toutes les fins, tout ça. Donc ouais, moi je l'avais adoré, ce jeu-là. Ouais, moi j'avais bien aimé. Après, il est sorti il y a 10 ans, je crois, parce que je crois qu'il est sorti en 2015, ça passe vite le temps pour le coup. Mais c'est vrai qu'il avait fait énormément parler le jeu, alors que je crois que de base en plus le jeu devait pas être faire autant parler, quoi. Ça a vraiment été un succès surprise, je crois, le jeu, pour le coup. Mais il a une structure intéressante, le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on passe de persos de jeunes hyper stéréotypés, parce qu'on est dans un slasher, en fait, au début du jeu, et on sait qu'on va arriver dans le slasher, et qu'en fait, on est des persos de jeunes stéréotypés qu'on n'en peut plus de voir, et en fait, au fur et à mesure, le jeu vidéo va passer à un autre genre de film d'horreur, sans se dévoiler, et les personnages vont devenir beaucoup plus nuancé, beaucoup plus attaché en fait au fur et à mesure que juste le beau gosse du lycée qui est insupportable, etc. Il va y avoir beaucoup d'autres, enfin on va apprendre en fait à les connaître, et plus on va passer de temps avec, plus ils vont nous paraître beaucoup plus sympathiques, et on va avoir envie de les faire survivre, tu vois. Et ouais, j'avais bien aimé en fait le jeu vidéo, et c'est vrai que à l'annonce du film, on s'était dit, je me souviens, dans notre format news, ouais, pourquoi adapter ce jeu, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est en mode, bon, c'est un jeu narratif, quoi. Donc déjà, c'est assez casse-gueule d'adapter ça, parce qu'en fait, à quoi ça sert d'adapter en film un truc qui est déjà cinématographique, narratif, etc., et qui reprend beaucoup des codes du film d'horreur, et qui en plus, l'intérêt du jeu, c'est qu'il repose sur les choix du joueur, quoi. Donc on s'est tous dit pourquoi faire, quoi. Tu vois, c'était pas très intéressant. Mais on va dire que le film va trouver un substitut dont on reparlera. Le film est réalisé par David S. Sandberg. T'avais vu ces films? J'ai vu les Shazam 1 et 2. Voilà, après j'ai pas vu ces films d'horreur, c'est Annabelle 2 je crois, et Light Out. C'est ça. Non, j'ai vu que ces blockbusters sur le coup, vraiment de super-héros, et c'est pas mes préférés. Ouais, t'aimes pas Shazam 1 et 2? Non. Et pourquoi? Je comprends pas. Parce que je trouve que c'est pas terrible sur le coup. Voilà. Ouais, c'est vraiment des films de super-héros c'est même pas lambda, moi je les trouve même moins bien. Enfin vraiment, même le premier, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, moi je suis assez sceptique. Surtout le Sean, comment il s'appelle, l'acteur principal, j'ai oublié son nom. Zachary Levi, voilà, je le trouve pas bon du tout. Et on en rigole souvent, mais c'est-à-dire que le jeune est beaucoup plus sérieux que quand il devient Shazam, quoi, et l'autre devient complètement gogol. Et enfin le 2 c'était vraiment horrible. Je me souviens, il y avait des placements de produits horribles pour Skittles et des trucs comme ça. Et il y avait aucune scène d'action, enfin il y avait rien dans ce film. Le film avait rien à proposer. Et le film est tellement dosé en humour nul
une humour pseudo-humour Marvel mais qui marche pas du tout, enfin à aucun moment quoi. Et ouais, c'était vraiment des films qui étaient mornés quoi. J'ai l'impression que Shazam c'est vraiment des films que j'ai pas du tout aimé. Et avant il avait fait Dans le noir en fait, Light Out, qui était une adaptation en fait de son court-métrage de 2 minutes qui avait fait beaucoup parler en festival, etc., qui est hyper efficace. Et Dans le noir c'était un film qui avait des problèmes scénaristiques que j'avais jamais vu avant. C'est-à-dire vraiment des personnages qui avaient des choix. Je sais qu'on est dans un film d'horreur mais là c'était vraiment abusé quoi pour le coup. Et c'était un film qui était pas très bien, il y avait quelques idées mais qui était pas très bien quoi pour le coup. Et Annabelle 2 c'est pareil, c'est le meilleur Annabelle mais ça reste Annabelle donc c'est pas très bien. Voilà, donc voilà, c'était, moi je pense pas que David F. Sandberg c'est un très très bon réal, voilà, après les 4 films que j'avais vus de lui. Et là aujourd'hui on se retrouve avec Until Dawn, donc un film d'horreur à 15 millions. Et je te propose de parler du film, Ista. C'est parti. Je vais le choper, t'inquiète, bouge pas. Quoi Il est parti. Ouais. Quoi? Il est toujours dans mon visage. Clover et ses amis se rendent dans une vallée isolée où sa sœur Mélanie a disparu l'année précédente. Ils y retrouvent un centre abandonné où ils sont tous sauvagement assassinés par un tueur masqué. Néanmoins, ils se réveillent tous en vie et revenus en arrière dans le temps. Ils réalisent qu'ils sont obligés de revivre la même nuit infernale, la seule différence étant que chaque fois, la menace qui les traque est différente. Ella Ruben, Michael Cimino, mais pas le bon Michael Cimino, Ji Young-yu, Odessa Azion, Belmont Cameli, Maya Mitchell, Peter Stormer, je crois que ça se dit comme ça, voilà, qui reprend, qui était dans le jeu vidéo et qui reprend un peu son rôle. Il s'agit de poser la même question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sévèrement de Until Dawn? Alors, quand je suis sorti du ciné, je me suis dit, voilà, ça va, c'est sympa, j'ai passé un bon moment et tout. Et puis j'y réfléchi, je me dis, c'est pas un peu de la merde ce film-là? Ouais, déjà, il y a un problème avec les personnages. Sur le coup, tu disais tout à l'heure que dans le jeu, on finit par s'attacher à eux. Là, c'est pas arrivé. Sur le coup, ils sont insupportables du début à la fin. Et puis, alors ils ont trouvé un concept, de pourquoi ça s'appelle Until Dawn, mais au final, moi, j'ai du mal à comprendre le rapport avec le jeu, au final, sur le coup. Parce que je trouve pas que ce soit très fidèle au jeu au final, parce que dans le jeu on a un truc, on se dit au début, au début on a en fait tout est quand même réaliste au final sur le coup, je veux dire dans un sens tout est concret et tout quand même, je dirais, dans le jeu, à la fin, voilà, tout il y a des explications sur les événements qui se passent, voilà, contrairement à ce film. Et là il y a des trucs imaginaires bizarres dont c'est à la fin du film, on sait toujours pas pourquoi il y a eu ça. À un moment, il voit les personnages voient un perso géant, là, j'ai toujours pas compris pourquoi. Sur le coup, il y a des trucs bizarres. On dirait il a mis un peu tout ce qu'il aimait bien dans les films d'horreur. Et au final, je trouve pas que ça respecte vraiment bien le jeu. Même s'il y a quelques clins d'œil, mais ouais, je trouve que non, c'est pas terrible, quoi, malheureusement. Et puis au niveau réel, il y a rien du tout aussi. Bon, ça. Ouais, je te rejoins, je suis très mitigé. Après, je te trouve que effectivement le concept, en fait, le film évite le piège de l'adaptation bête et méchante, et qui aurait été, je pense, encore pire que ce film-là, parce que voilà, ça aurait pas été du tout intéressant. Et voilà, il a un concept que je trouve intéressant dans l'idée, etc. Même si je trouve que il gâche son concept à un moment du film, et je trouve effectivement que les personnages, j'en reparlerai, mais j'en peux plus de voir ce genre de personnages ados inintéressant que j'ai envie de taper, quoi. Parce que il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est parce que voilà, c'est comme ça dans des conventions de films d'horreur et tout, mais on n'en peut plus. Faut arrêter, quoi, ce genre de truc, quoi. Mais après, effectivement, je trouve qu'il est moins pire que ce que j'aurais pu penser, mais ça reste pas un bon film, ça reste un film très mid, je trouve, au final, un film d'horreur très mid que, honnêtement, je commence déjà à oublier. Voilà, on va pas se mentir. Non, mais pareil. Mais le concept, je le trouve intéressant. Parce que c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il tombe pas dans le piège de adapter, les personnages d'Until Dawn, même si, de ce que j'ai pu comprendre, le film se passe dans l'univers du jeu Until Dawn, parce qu'à la fin on a un petit clin d'œil potentiellement de est-ce que ce serait le jeu, en fait, la fin, voilà, on a un petit clin d'œil sur ça. Mais en fait le film est pas du tout raccord avec ce qui se passe dans le jeu, puisque dans le, on va dire que il y a pas d'histoire de boucle temporelle, il y a pas d'histoire de temps, donc c'est vrai que ça a pas trop de sens. Moi je pense qu'ils ont mis cette fin juste pour faire un clin d'œil aux fans qui n'a aucun sens au final. Mais c'est vrai que le jeu vidéo il était déjà cinématographique et l'intérêt était dans les choix, et ici ils ont adapté le côté die and retry en fait du jeu. Oui. C'est-à-dire que dans le jeu en fait on a des choix qui te font faire mourir tes personnages ou les sauver, et en fait il y a
tu peux refaire en fait le jeu avec différents choix pour essayer de sauver tes personnages, etc. Et c'est un peu ça qu'ils adaptent en fait dans l'idée. C'est-à-dire qu'on est dans une boucle temporelle, les personnages meurent chaque nuit et se réveillent, et puis voilà, ils doivent survivre à la nuit qui arrive, et voilà, ils doivent faire des meilleurs choix que la nuit précédente. Mais là où le film est, je trouvais intelligent, c'est-à-dire que chaque nuit est différente. Parce que sinon, si on se tapait la même nuit encore et encore, je pense que le film reste caduque directement, quoi. C'est-à-dire, voilà. Mais je trouve que cette idée d'adapter la rejouabilité, donc de corriger un peu les mauvais choix qu'on fait, etc., bah, c'est pas une mauvaise idée, en fait, sur le papier, pour moi, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quelques idées que j'ai aimées quand même dans l'idée, même si j'ai dit que c'était un peu de la merde. Mais par exemple, il y a une nuit où ils se disent bah on va s'enfermer dans une salle toute la nuit. Et puis bah non, ça va pas bien se passer. Ça sur le coup, je trouvais que c'était pas mal sur le coup. Bah oui, parce que ça c'est un truc qu'on pourrait se dire. Bah on a dit les personnes ils ont qu'à s'enfermer dans une salle. Et puis le fait qu'ils le fassent, au moins je me dis bon bah, voilà, il y a au moins un truc un peu intelligent, voilà quoi. Bah c'est ça en fait que j'aime bien aussi, c'est que les persos évoluent aussi en fonction de leur choix, en fonction des nuits. C'est-à-dire qu'au début ils sont en mode bah en panique évidemment. Et tu vois après ils essaient de réfléchir comment faire et tout. Puis ça devient un peu banal, tu sais, de mourir et de recommencer, tu vois. Et puis les relations entre eux vont changer, tu vois. Je me dis ah putain, tu sais, il y a des trahisons qui vont commencer à se faire, des déclarations et tout. Et je trouve que le film va pas du tout au bout de ça, mais je trouve que quand même c'est hyper ludique de se dire ok là cette nuit il s'est passé ça, qu'est-ce qui va se passer la nuit après, tu vois, quel genre d'horreur ils vont être confrontés. Et le film te permet de découvrir pas mal de nouvelles horreurs, c'est-à-dire que il y a plein de nouveaux endroits aussi. On reste pas forcément que dans le chalet dans une espèce de maison de base, ils ont un peu cheap de base, et on va découvrir de nouvelles peurs. Et à ce moment-là, j'avoue que j'étais un peu embarqué. Je me suis dit, ok, là au début on est dans le slasher, on a le mec qui a le même masque que un certain personnage du jeu, tu vois, on se dit ah putain, puis la nuit d'après on a une sorcière, puis on a les Wendigo, puis après on a un espèce de truc qui fait penser à un genre de truc cronenbergien, pardon, où voilà les corps explosent. Enfin tu vois, il y a des trucs, il y a quelques idées, tu te dis ah ça peut être pas mal quoi, c'est assez fun ouais, pour le coup quoi. Mais je trouve qu'il y a un petit côté film TikTok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour faire des moments quoi, pour faire des moments pour les mettre sur TikTok. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté melting pot d'horreur, c'est-à-dire que le mec s'est dit je vais caler tous mes trucs d'horreur, tu vois, différentes, et en fait j'ai l'impression qu'on passe d'une horreur à l'autre, qui sont pas les mêmes, genre la sorcière, le Wendigo, le slasher et tout ça, pour séduire un peu tous les publics de films d'horreur, tu vois, que tous les publics de films d'horreur se ressemblent un peu, et le film est genre ultra référencé, ultra rythmé vis-à-vis de ça, et j'ai l'impression qu'il n'existe qu'à travers ça, qu'à travers la référence à d'autres films d'horreur, qu'à travers, tu vois, cette envie de séduire un peu tous les publics, et tu sais, comme j'ai l'impression que c'est un peu un film TikTok où en fait on passe d'une horreur à l'autre quoi, genre comme ça, tu vois. Oh bah là il y a un peu, c'est pour ça que je parlais de film TikTok, c'est genre on passe de oh bah là il y a le slasher, puis après hop on passe au film de sorcière, puis hop on passe tu sais un peu comme tu sais t'as un peu l'horreur à la carte, tu vois. Je sais pas comment dire. Bah il y a un moment du film qui fait vraiment penser à ce que tu dis, c'est quand ils regardent les vidéos qu'ils ont enregistrées, qu'ils se souviennent plus des nuits d'avant, et il y a tout et n'importe quoi. Sur le coup il y a vraiment ils regardent sur le téléphone, il y a plein d'horreurs différentes, mais même je trouve que ça n'a plus aucun sens à ce moment-là de. Oui, non mais c'est n'importe quoi ça. C'est pourquoi il y a eu ces trucs là, elle a eu un verre dans la joue, je sais pas. Mais même il y a un truc moi que je comprends pas aussi, c'est que ils te font comprendre pendant le film que plus les nuits avancent, plus ils sont censés se transformer en monstres, et ils se transforment jamais. Oui, mais je trouve ça dommage aussi d'avoir révélé l'origine des Wendigo d'ailleurs si tôt. C'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'ils les révèlent pas. Bah après nous quand on joue au jeu on sait, mais tu sais il y a un personnage qui commence à être un peu malade, et tu te dis ah putain ils vont le faire transformer en Wendigo, etc. au fur et à mesure du temps. Et en fait bah déjà de 1 t'as raison, ça va pas jusqu'au bout, mais pour moi il y a un problème, c'est-à-dire qu'au bout des 2 tiers il gâche son truc quoi, le film. C'est-à-dire que moi le premier tiers me fait chier, et puis une fois je suis un peu dedans dans le deuxième tiers, c'est-à-dire que je me dis ah putain il y a peut-être un côté fun de découvrir chaque nuit qu'est-ce qui va se passer, surtout qu'il y a quelques morts sanglantes un peu fun hein. D'ailleurs, et je suis d'accord, la scène de la salle de bain c'est la meilleure hein. Vraiment elle est très drôle parce qu'elle est très inattendue, et je sais pas moi l'explosion des corps etc ça me fait assez, voilà je trouve ça assez fun et ça me fait assez rire. Même le moment Kaiju qui n'a aucune explication, qui n'aura aucune explication, je le trouve un peu délirant, c'est-à-dire que t'as ce moment où juste il regarde dans le ciel, il voit un Kaiju géant, monstre, puis il retourne, et tu sais je suis en mode c'est tellement what the fuck comme moment, tellement en mode ok tu vois, qu'en fait ça m'amuse un peu, tu vois. Mais je trouve que en fait le film gâche en fait sa promesse initiale qui est, comme j'ai dit, de faire revivre une nuit d'horreur différente à chaque truc. C'est qu'à un moment on se tape une accélération de malade en fait sur cette nuit, on se tape des ellipses quoi, et tu te dis mais attends, non ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que déjà tous les persos ils ont une amnésie globale qui a jamais été balancé dans le film, c'est balancé comme ça, on te dit oh bah là d'un coup les personnages ils se souviennent plus de ce qui s'est passé la nuit d'avant, alors qu'au début ils avaient pas du tout ça, dans les 3-4 premières nuits ils étaient pas du tout amnésiques, et là ils sont amnésiques, ils se souviennent plus.
Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pratique au scénario et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient pas faire un film de 2h30 et qu'ils pouvaient pas je sais pas, peut-être en termes de budget, en termes de production et tout ça, ils pouvaient pas se permettre de faire un film aussi long et de balancer autant de nuits. Mais du coup moi je trouve que le résultat est ultra frustrant parce qu'en fait t'es en train de me dire que chaque nuit tu vas vivre un truc différent et en fait les 3/4 des nuits en fait on les voit vite fait dans un best-of sur un téléphone quoi. Tu fais non. Ce serait plus un concept de série, au final tu fais un épisode d'une nuit quoi. Ouais, tu vois, moi je me suis dit au pire le film c'est une série de courts-métrages un court-métrage qui a un film narratif avec les personnages, mais de 10-15 minutes sur des personnages qui vont vivre une nuit, et puis la nuit va être différente, c'est tout. Et au pire, le film aurait fait 2h30, mais ça aurait été 2h30 généreuse. J'aurais dit, bon, c'est un peu best-of, mais au moins, si t'es généreux en horreur, un truc comme ça, ça pourrait être bien. Mais là, tu me mets ce truc-là devant l'écran, alors que rien ne me prépare à ça, et ils sont en mode, en fait, regarde tous ces trucs-là qui se passent sur son téléphone que t'as pas vu, tu les vois en 2 minutes, et puis tu les reverras pas. Non, je suis désolé, c'est très frustrant d'accélérer et de gâcher. Enfin, ça gâche tout le concept pour moi, tout le truc. Oui, tout ce passage-là aussi, je trouve ça un peu bizarre. Surtout qu'on est, tu vois, ça tombe, c'est une boucle temporelle, tu vois, l'histoire. C'est un film de boucle temporelle comme Un jour sans fin. Happy Birthday, je trouve que exploitait plutôt bien son concept de boucle temporelle dans un film d'horreur, dans une comédie horrifique. Et en fait, quand t'es dans une boucle temporelle, tu dois travailler la temporalité, tu dois travailler le temps. C'est-à-dire que t'as différents formats. Soit tu fais le format, en fait, tu vas prendre ton temps, en fait, de poser les choses. La personne qui est dans la boucle temporelle va revivre encore et encore la même chose jusqu'à l'épuisement, tu vois, où tu sens le personnage qui en peut plus. Ou alors tu fais plein d'ellipses, tu vois. Ou tu sais, le mec, il est tellement habitué à être dans l'ellipse temporelle, mais tu peux même faire un truc en fait entre les deux, tu vois, où d'un coup pendant 1 heure le film n'a pas d'ellipse du tout quoi. C'est-à-dire que il s'attarde vraiment chaque nuit on a le truc et puis d'un coup boum, ellipse. Non, ça peut pas faire ça, tu vois. Sinon c'est pour moi je trouve que c'est hyper frustrant quoi. J'ai envie de tout voir en fait, j'ai envie de tout voir de toutes les nuits quoi. Ouais, pareil, c'est bizarre à ce moment-là, il est bizarre parce qu'en plus ils pensent qu'ils ont passé 4 ou 5 nuits et pas ils ont passé 13, donc t'as perdu genre 10 nuits, t'as 10 nuits que t'as pas vu, tu vois, de petits c'est. Et en plus ça a l'air pas, il y a des trucs tu dis putain sur le téléphone tu dis j'aurais aimé voir ça. Oui. J'aurais aimé voir ça, tu vois. Ouais, quand ils sont dans le couloir là, qu'il y a un mec bizarre chelou qui flotte dans l'air et tout. Ouais. C'est ce truc là, j'aurais aimé de voir là, les mecs flipper et tout, que un mec qui filme sur son téléphone portable. Enfin, vraiment tu te dis non là tu m'as pas respecté. Et puis on va pas se mentir, l'idée est intéressante. C'est-à-dire que à chaque nuit t'as un nouvel truc d'horreur, mais c'est pas le meilleur film d'horreur. Enfin, à chaque fois l'horreur que ça investit, c'est pas virtuose dans la mise en scène, ça va pas te décoller la rétine quoi. À part peut-être le truc de la salle de bain, que c'est assez rapide je trouve et c'est hyper efficace. C'est hyper efficace et la surprise marche bien, mais le reste, tu vois, le film de quand ça va dans le truc de sorcière là dans la maison. Bon, c'est sympa 5 minutes, mais ça me décolle pas la rétine non plus quoi. c'est pas fou. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que le film il démarre assez vite et il cherche pas, il y a pas de fioriture quoi. Sur le coup, ça j'ai plutôt bien aimé. Après ça fait qu'on n'a pas beaucoup de background sur les persos, c'est genre il démarre direct et puis voilà, on va avec eux. Après je me dis, vu les personnages, encore heureux qu'on démarre vite parce que franchement voilà quoi. Non mais parce que là on va parler des personnages, mais ils sont insupportables encore une fois quoi. C'est un genre de, j'en ai marre en fait des persos dans les films d'horreur quand c'est des films d'horreur avec des ados, c'est toujours des ados insupportables, ils sont toujours écrits pareil, j'ai l'impression. J'en peux plus quoi. Moi vraiment j'en peux plus de ce genre de cliché d'ado idiot quoi. Oui, c'est on a l'impression de les avoir déjà vu 100 fois, c'est les ados des slashers quoi. C'est ça, c'est les ados des slashers qui jouent, en plus je suis désolé les acteurs mais ils jouent pas très bien. Ils sont pas les acteurs, non, ils jouent pas très bien. Je suis d'accord. Et ça tombe encore dans ces trucs là, il y a un personnage, j'ai noté son nom tellement il me saoule, il s'appelle Abe. Qui est le plus gros baraqué là, qui est le petit ami d'une des meufs. Il est insupportable. Chaque réplique, j'avais envie de lui foutre toutes les baffes que je pouvais quoi. Et je sais qu'on va me dire oui, mais c'est parce que en fait, voilà, comme ça on aime bien les voir mourir et tout. Ok, mais en fait c'est des trucs c'est des trucs éculés quoi. Pour moi, c'est des trucs qui ont 40 ans. Ça fait 40 ans que c'est les mêmes choses. Depuis que les slashers existent, on te dit non mais c'est les persos, ils sont un peu insupportables pour les buter. Ouais, mais on est en 2025 quand même. Est-ce que tu peux pas écrire des personnages attachants, je sais pas, tu vois. Je sais pas, pour une fois, des persos, ou pour une fois, d'ados attachants. Je demande pas ça tout le temps, mais juste une fois, quoi. J'ai l'impression, je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu un film d'horreur où les ados, ils étaient bien dedans. Qui étaient attachants plutôt, tu vois. Ouais, après j'ai l'impression qu'ils essaient de nous faire attacher à
c'est un peu la final, enfin, après, là, il y a pas vraiment de final girl, parce qu'au final, tout le monde survit à la fin, sur le coup. Mais, je veux dire, il y a un peu un personnage principal, la meuf, qui a sa sœur, tout ça, qui est morte. J'ai quand même l'impression qu'ils essaient de nous attacher un peu à elle, mais je sais pas si c'est l'actrice qui joue pas ouf ou quoi, mais ouais. En fait, c'est juste que son histoire, on l'a déjà vu 50 fois. Enfin, c'est des trucs aussi, que tu t'en fous, quoi. Donc, en gros, elle a un trauma parce que sa sœur, elle a disparu et en fait, elle est morte, tout simplement. Et en gros, elle va devoir dépasser ça et l'accepter en fait, qu'elle parte, quoi. Mais c'est tellement premier degré. Ce truc-là, je trouve que c'est un truc de fou, quoi. Et surtout que c'est couplé à des choix, mais elle est complètement bête, quoi. Enfin, je suis désolé, mais elle est complètement débile, quoi. Le perso principal, elle décide de faire des trucs. Enfin, elle sait, quoi, qu'il y a des événements bizarres et tout. Et pour sauver sa sœur, soi-disant, elle va dans des trucs se mettre en danger, mais de manière mais complètement débile. Enfin, tu sais, comme dans beaucoup de films d'horreur, on va pas se mentir, mais là, là, ça m'a vraiment sauté aux yeux et tout. À chaque fois, je levais les yeux au ciel, je dis, mais c'est pas possible, quoi, d'être aussi bête. C'est insupportable, quoi. Mais il y a 2-3 moments, quand même, où à la fin, quand ils ont dit, non, on va tous ensemble dans la grotte, je me suis dit, quand même, tu vois, je me suis dit, ils vont tous ensemble. Après, c'est l'évolution de la boucle, tu sais, en mode, ils ont appris à travailler ensemble, ils ont appris à compris comment le système marche et voilà, ils vont essayer de s'en sortir tout seuls, quoi. Enfin, tous d'un coup, quoi, mais bon. Mais il y a des trucs que je comprends pas trop, des références que je comprends pas trop. Tu vois, à la fin, ils sortent de terre et il y a un plan qui fait référence à Evil Dead. Oui, la main qui sort de la tombe. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais je sais pas. Pour le fun, voilà, c'est comme ça. Mais parce que le mec a fait son melting pot, en fait, il a fait son melting pot de films d'horreur, de trucs comme ça, mais ça a pas vraiment de sens que ce soit là, c'est juste, voilà, il a voulu mettre ça, et comme il a mis à peu près tous les films d'horreur qu'il aimait bien, bon, voilà, quoi. Après, quand t'entends que Minecraft se serait inspiré d'Evil Dead 3, bon, je sais plus, c'est pris de rien. Oui, ouais, bon, là, après, mais là, c'est un film d'horreur, quoi. Donc, bon, oui, là, c'est un film d'horreur, oui. Mais là, je viens d'y penser, un film d'horreur avec des ados que moi j'ai trouvé plutôt attachant, c'était Alien Romulus. Pour le coup, Alien Romulus, je trouve que les persos ados, ils avaient une bonne bande qui était pas antipathique au possible et qui était pas, je trouve pas débile déjà, et qui était vraiment attachant, quoi, pour le coup. C'est vrai, mais par contre, moi, là, ce que je comprends pas trop, c'est ce qu'ils ont fait avec le personnage de Peter Stormare, là. Parce qu'en fait, on avait vu dans les bandes annonces et tout, ils me disent, ouais, ils ont repris l'acteur, mais il fait un autre rôle. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils le font faire genre en mode pompier et tout, puis après, au final, c'est le psy c'est le perso des jeux, quoi, sur le coup. Oui, mais ça n'a aucun sens, parce que, en fait, dans les jeux, ce personnage-là, c'est le perso du psy d'un des personnages, qu'on comprend après plus tard. Enfin, notre psy aussi, parce qu'il nous parle à nous, tu vois, mais on est le psy d'un des personnages. Mais en fait, on découvre, en fait, voilà, spoiler du jeu, que, en fait, ce psy, il est dans la tête du personnage. Il n'existe pas. C'est une projection que le personnage se fait. Mais donc, du coup, là-dedans, ils ont fait, au début, je me suis dit, c'est un peu la même chose. Tu vois, c'est un mec qui est dans la tête d'un personnage, et en fait, non, pas du tout. Il est pas du tout dans la tête d'un personnage, c'est un vrai personnage du film. Et il fait des expériences sur des gens. Voilà. Et en fait, je ne comprends pas trop son personnage, je comprends pas trop ce qu'il veut. Bref, c'est hyper spécial. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils essayent de relier au jeu, parce qu'à la fin, on a des images d'un chalet qui pourrait être le chalet du jeu où les personnages arrivent, etc. Mais en fait, ça n'a aucun sens, parce que le personnage de Peter Stormare, il est dans la tête d'un des personnages dans le jeu, donc il n'est pas réel, donc ça n'a pas de sens. C'est très bizarre. C'est très bizarre ce qu'ils ont fait avec ce personnage-là. Je trouve, ils l'ont mis là parce qu'il est dans les jeux, et c'est le clin d'œil des jeux. Mais je pense que nous, on fait beaucoup trop de réflexions pour ce film, qui n'a pas vraiment réfléchi du tout à ces trucs-là. Moi, je pense qu'il a juste réfléchi à sa boucle temporelle et au fait de faire kiffer les gens avec plein de trucs d'horreur, mais il n'y a pas vraiment de cohérence avec le jeu. Et déjà, il n'a pas vraiment de cohérence avec lui-même, je pense, le film et tout. Et je pense que le film s'en fout, donc bon, écoute. Ouais. Parce que même si, c'est parce que je me dis, ouais, c'est peut-être un teasing pour une suite, mais je me dis, même s'ils font un teasing pour une suite, avec les mêmes acteurs de l'époque, ils ont tous vieilli, quoi. Donc tu peux plus en faire des ados. Tu prends Rami Malek et tout, tu peux pas faire l'ado, quoi. Enfin, sur le coup, Oui, de toute façon, je pense pas qu'ils ils reprendront pas les mêmes persos, oui, c'est sûr, quoi. Ou ils reprennent les mêmes persos, mais ils seront pas joués par les mêmes personnes. Mais surtout, je pense pas, vu que c'est très bizarre, en fait, ce clin d'œil de fin, en fait, parce que, en fait, c'est pas le même univers. On voit la photo de Rami Malek, à un moment, sur la table. Oui, mais pour moi, c'est du domaine du clin d'œil, parce qu'en fait, je me pose la question, ça n'a aucun sens, parce que le jeu n'est pas une boucle temporelle, enfin, c'est pas régi par les mêmes règles du tout, quoi. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils font une suite, parce que ça se trouve, le film va cartonner, pour le coup. Voilà, en fait, on vient d'avoir les rapports et le film est déjà à 18 millions mondial, donc je pense qu'il va marcher. Je pense qu'on va avoir une suite. Et je pense que voilà, ça va être encore un truc inintéressant. Ils vont encore faire plus je sais pas, différencier les films d'horreur, etc. Mais je pense pas qu'ils vont relier au jeu parce que ça aurait aucun intérêt. Enfin, ce serait le pire truc. Et vraiment, voilà. Bon, nous on n'est pas fan. Voilà, on n'est pas fan du film pour le coup.
Mais c'est pas le pire film non plus, ça aurait pu être pire, on est d'accord. Par contre, je trouve qu'il a mon rythme, le film, je me suis pas ennuyé devant. Ah non, mais c'est un film TikTok, comme j'ai dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. C'est bien trouvé. Donc de toute façon, c'est ultra rythmé, et de toute façon, tu peux pas t'ennuyer devant ce genre de film. Et je me suis pas ennuyé du tout, hein, voilà. Mais je le dis, mais ça reste pas un bon film du tout, quoi. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui, Sta. Oui. Et ben voilà, c'était la double critique, voilà. Et donc on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine. Et la semaine prochaine, on parlera de Thunderbolts, voilà, le deuxième film de super-héros de l'année, le deuxième film Marvel, voilà, qui a des bons retours. Donc on verra si ces bons retours sont justifiés. et voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa pour le référencement, ça nous aide beaucoup. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute possibles qu'on a pu trouver, à savoir Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfin bref, on est partout. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, @la nuit des sorties, donc sur Twitter X, sur Blue Sky, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.